Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ouvre ce vlog du défi lecture du mois d'avril en ce mardi 5 avril, fin d'après-midi, extrêmement ensoleillé, qui sent bon le printemps et qui me met en joie. Je sais pas si vous voyez cette lumière, mais je trouve ça formidable. Je suis extrêmement fière de moi puisque je pense que depuis le début de ces défis lecture, je n'ai jamais ouvert un vlog aussi tôt. J'espère que ça me permettra de ne pas rusher la fin comme pour tout le reste des vlogs pour l'instant. Croisez les doigts avec moi, l'espoir fait vivre, n'est-ce pas? J'ai repris la petite carte de Lucie pour bien relire les consignes et vous les rementionner, même si vous les avez peut-être déjà vues à la fin du vlog des lectures du mois de mars. À toute fin utile, elle me proposait donc en ce mois printanier de lire soit un livre multicolore, soit et ou un livre avec des fleurs sur la couverture. Alors, n'ayons pas peur des difficultés, ayons le courage de nos ambitions. J'ai sélectionné 4 livres pour cette consigne. C'est plutôt ici une pioche à lire qu'une pile à lire du mois. On est bien d'accord, je n'ai franchement pas l'optimisme de dire que je vais lire ces 4 livres, mais si j'en lis au moins 2, ce serait formidable, d'autant que pour certains, ils poirotent dans mes pieds lire depuis un moment. J'ai essayé de faire un petit melting pot là, de reliques de Mappal, de trucs très récents, pour essayer de brasser assez large. Et je trouve ça assez cool parce que du coup c'est un thème qui m'a permis de balayer pas mal de choses. On est quand même plutôt sur de la fantasy romantasy, mais en même temps c'est un genre que j'apprécie lire au printemps, donc c'est plutôt pas mal. Le premier que je pioche, c'est The Kiss of Deception de Mary E. Pearson, aux éditions La Martinière Jeunesse, livre qui poirote dans ma bibliothèque depuis un moment. Alors en termes de multicolore, c'est pas forcément le plus impressionnant, néanmoins vous apprécierez les petites fleurs rouges sur cette couverture. On est ici dans de la romantasy avec une princesse qui s'enfuit et qui est poursuivie par le prince qu'elle doit épouser et un assassin qui veut la tuer. On ne sait pas qui est qui et globalement il me semble que c'est un joyeux bazar. Il a des retours absolument dithyrambiques, ça fait un moment que je veux le lire, sachant qu'en plus c'est le premier tome d'une série qui a elle-même une série spin-off qui, paraît-il, est exceptionnelle également. Donc il serait temps que je m'y mette et que j'enchaîne peut-être avec la suite, sait-on jamais. Alors il n'est pas multicolore, mais avec le foil sur la couverture, c'est quand même plutôt sympathique, surtout dans cette lumière. Donc écoutez, je suis plutôt satisfaite de ce choix, et encore une fois, ça me permettrait de le sortir enfin de cette pile à lire où il moisit. Un autre livre qui me fait extrêmement envie et qui est bien plus coloré, c'est Les Carnets de l'apothicaire, le light novel qui est écrit par Natsu Hyuga et illustré par Tuku Shino, qui est publié aux éditions Lumen, qui est assez coloré même si on est plutôt sur du vert et rouge dans les teintes dominantes, et on a quelques fleurs là en arrière-plan, donc je trouve que ça colle pas trop mal au défi de Lucie. Encore une fois, c'est un livre qui me fait extrêmement envie. Vous n'êtes probablement pas sans savoir que j'adore la série de manga Le Carnet de l'apothicaire, qui est tiré de ces light novels. Donc je suis très curieuse de découvrir le format de base, sachant que j'ai lu, je crois, le premier chapitre puisqu'il était proposé avec je ne sais plus quel tome du manga il y a quelques mois, et que j'avais vraiment beaucoup apprécié cette mise en bouche. Donc je pense que ce serait une très bonne lecture. C'est un bon pavé, mais les lumens se lisent souvent assez vite, donc je suis pas très inquiète non plus. Et encore une fois, ce serait l'occasion de le sortir de ma pile à lire parce que ça fait un moment qu'il y dort. Pour le coup, ce 3e livre est une authentique relique de ma pile à lire puisque je l'ai acheté en 2021 à sa sortie, puisque je l'avais même précommandé. C'est le 2e tome de l'Ascension de Camelot, donc la trahison de Camelot de Kirsten White aux éditions de Saxus en relié, qui est pour le coup plutôt sur le versant multicolore que sur le versant fleur, hein. Pas franchement, voire pas du tout, mais multicolore, je trouve que on est quand même pas trop mal, et puis encore une fois avec le foil et les reflets, je trouve que ça passe bien. C'est donc le 2e tome d'une réécriture de légende arthurienne. J'avais plutôt apprécié le premier, mais je n'ai jamais continué cette trilogie que j'ai pourtant en intégralité dans ma pile à lire et qu'il serait grand temps que je lise. Donc voilà, peut-être que ce serait l'occasion. Pour le coup, je pense qu'il va se lire beaucoup plus vite que les autres parce qu'il est beaucoup plus court et que le premier tome s'était lu très vite également. Encore une fois, j'ai bon espoir et j'espère vous en reparler
pour ce vlog. Et le dernier livre qui est une acquisition toute récente et que pour le coup je pense très sincèrement lire, et je pense même que ce sera ma première lecture de ce vlog, c'est Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon, dans la sublime édition qui est sortie là début mars tout récemment, avec un jaspage incroyable, avec des petites fleurs roses brillantes du plus bel effet. Encore une fois, en termes de multicolore, c'est pas trop ça, encore que avec la jaquette et la page de garde, je trouve qu'on est quand même pas trop mal. De toute façon, avec les fleurs, ça rentre bien dans ce défi et c'est moi qui décide, voilà. C'est ici de la romantasy adulte sur lesquels j'ai entendu des retours plus dithyrambiques les uns que les autres. Je pense que j'ai pas vu un seul avis négatif sur cette lecture. Nina Quill n'en tarit pas d'éloge. J'ai vu récemment Kim du compte Instagram Everbooky qui l'a beaucoup apprécié, alors qu'elle est pas la plus tendre en matière de romance. Donc je pense que ça peut être une très bonne lecture, typiquement un livre à binger, et j'aimerais bien m'y mettre cette semaine pour bien commencer ce défi encore une fois et vous en reparler au fil de l'eau. Croisons les doigts tous ensemble pour que j'arrive à faire ça et que je ne me retrouve pas comme d'habitude à vous reprendre mi-avril en n'ayant absolument rien lu. On va voir ce que ça donne. Si je peux, je vous reprendrai demain en vous disant que j'ai commencé ce livre. L'espoir fait vivre. Et je vous reprends le lendemain de mon introduction de ce vlog et voilà, c'est vraiment assez rare pour être souligné. J'aimerais qu'on me félicite tous ensemble pour cette régularité qui probablement ne va pas se prolonger au cours du mois d'avril, mais qui est suffisamment rare pour être soulignée. Ce matin, j'ai donc commencé Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, que j'ai mis à nu pour l'occasion. Je lui ai enlevé sa jaquette et je suis vraiment très fan de ce hardback nu. Je le trouve très sobre, très élégant, mais très joli. Je suis pas une grande fan du rose d'une manière générale, mais celui-ci, je trouve que ça passe plutôt pas mal. Et j'ai vraiment juste entamé, hein, c'est pour dire. Mais pour l'instant, ce que me plaît beaucoup, et j'ai pas continué parce que j'avais d'autres trucs à lire et que j'avais d'autres trucs à faire et que je ne pouvais pas me poser autant que je l'aurais souhaité, mais c'est pas l'envie qui m'en manquait parce que ce début est déjà riche en rebondissements, en péripéties et twists en tout genre. On ne suit pour l'instant que le personnage de Lara, qui est donc la fille du roi d'un royaume dont le nom m'échappe parce que littéralement j'ai lu 3 chapitres, donc je vous dirai peut-être ça un peu plus en détail dans les plans suivants. Mais donc on suit Lara qui a été élevée avec toutes ses sœurs pour espérer un jour devenir, pour l'une d'entre elles en tout cas, la promise du roi du royaume voisin, avec qui les relations ne sont pas extrêmement apaisées, et il y a même petite velléité de vengeance de la part du père de Lara qui espère bien donc élever ses filles pour qu'elles soient l'instrument de cette vengeance et qu'elle soit un petit peu la menthe religieuse qui va défaire le roi de ce royaume en devenant sa femme. Et il se trouve que on arrive vraiment à la toute fin de cet apprentissage au début du récit, et c'est une des sœurs de Lara qui a été choisie pour devenir la future reine. Et les autres ne le savent pas encore, mais elles sont censées être assassinées pour qu'il ne reste absolument plus aucune preuve de ce complot. Lara ne l'entend pas de cette oreille. Je vous laisserai découvrir comment ça se passe, parce que pour tout vous dire, je n'avais absolument aucune idée de comment commencer ce récit et j'ai trouvé la surprise plutôt très chouette, donc j'espère vous la garder. Et voilà, donc ça commence vraiment sur les chapeaux de roue, hein. On est sur des complots, des magouilles, des intrigues politiques à n'en plus finir. Mais pour l'instant j'aime beaucoup le personnage de Lara. J'ai hâte de rencontrer son homologue masculin et de voir comment ils vont fonctionner tous les deux, et si je vais apprécier leur dynamique et leur relation. Je vous redirai ce que ça donne. J'espère un petit peu avancer tout à l'heure, mais je ne sais pas si j'aurai le temps parce qu'il faut que je filme des trucs. Il y a le live Explore à livre, enfin voilà. Mon emploi du temps de la journée est
relativement chargé, même si c'est un bien grand mot, donc à voir, mais en tout cas pour l'instant c'est très très prometteur et je vous en reparle plus tard. Lendemain parce que je suis extrêmement assidue pour ce début de vlog, c'est absolument formidable. On est le jeudi 6 mars fin d'après-midi et ce matin j'ai un petit peu continué Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. Je suis page 70, globalement j'ai pas non plus bouffé tout le bouquin, même si c'est pas l'envie qui m'en manque, c'est juste que j'ai eu pas mal de trucs à faire dans la journée qui m'ont plus occupé que ce que j'aurais souhaité. Mais pour l'instant, écoutez, je passe un excellent moment. Je sens que ça va être typiquement le genre de romantasy qui va me plaire, vraiment. Alors, les premiers chapitres, j'étais un petit peu mi-figue, mi-raisin, pas que c'était pas bien. J'appréciais ma lecture, mais j'étais pas non plus encore complètement transportée et complètement dedans, je pense. Il m'a fallu un petit peu de temps pour me faire la narration, pour me faire au personnage de Lara notamment. Et là, on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet, puisqu'on a rencontré Aren, qui est donc le roi d'Itikana, qui est le royaume rival de Lara, dont le nom m'échappe encore, mais je pourrais probablement vous le redonner ultérieurement. Toujours est-il que on est en train d'apercevoir les prémices de ce que va être leur relation et je pense que ça va être typiquement le genre de relation que j'apprécie. Ils sont en train de s'envoyer des pics et c'est en train de bien fonctionner. Il y a à mon sens une alchimie et une tension qui est assez présente entre les deux, donc moi, globalement, ça va être tout à fait ma came. Je pense que ça va être également un livre extrêmement frustrant parce que si j'ai tout compris, c'est le premier tome d'une pseudo-duologie dans la grande saga du Pont des Tempêtes qui se concentre sur ces deux personnages-là. Et il semblerait que la fin de cet opus soit assez difficile à avaler. Donc déjà que là je sens bien la relation, je pense que ça va être difficile à vivre. C'est peut-être pas plus mal que je le vlog du coup, je pourrais vous en reparler au fur et à mesure. Mais j'espère que j'aurai le temps de le continuer un petit peu ce soir pour vous en reparler. Parce que pour l'instant c'est très très chouette. Je vous reprends jeudi 13 avril en fin d'après-midi après une journée de travail, donc vous m'excuserez si je suis peut-être un petit peu fatiguée. J'ai bien avancé Le Pont des Tempêtes puisque j'en suis à la moitié, à peu près à 200 pages sur quasiment 400. Et j'aime vraiment beaucoup. Alors j'aurais adoré le lire beaucoup plus vite que ça, mais les circonstances ont fait que ça n'a pas été possible. Donc voilà, j'avance lentement mais sûrement et j'apprécie énormément ma lecture. Je suis extrêmement impliquée avec les personnages et avec leurs relations, même si pour l'instant c'est un bon slow burn bien frustrant que l'on sent juste poindre le bout de son nez et qui je pense va me tenir en haleine sur ce tome et probablement sur le suivant de ce que l'on a entendu en tout cas. Mais déjà voilà, ça c'est un aspect que j'apprécie particulièrement et qui je trouve est très bien dosé. J'aime beaucoup les deux personnages principaux et la façon dont ils sont en train petit à petit chacun d'évoluer de son côté et avec l'autre. Il y a un imbroglio politique et géopolitique qui est très bien dépeint. Je trouve que c'est quelque chose que j'adore en fantasy quand c'est bien fait, et là typiquement je trouve que c'est vraiment très chouette et ça nous est présenté vraiment petit à petit. On n'arrive pas avec tout qui nous est balancé à la figure et avec les tenants et les aboutissants qui sont difficiles à saisir. Là vraiment on y va petit à petit, étape par étape, on se rend compte de qui est allié, qui est ennemi progressivement et c'est extrêmement agréable et extrêmement bien fait. Je trouve c'est également
passionnant et on se rend bien compte que globalement ils sont un petit peu dans la mouise et pris entre le marteau et l'enclume, et que ça va être difficile de bien s'en sortir pour tout le monde parce qu'il y a vraiment énormément d'intérêts avec lesquels composer. Globalement, si vous ne savez pas trop, je sais même plus si j'ai fait un résumé de ce livre, tellement... Voilà, bref, au cas où, Le Pont des Tempêtes, c'est un monde de fantasy où il y a des îles qui relient deux continents et qui sont surmontées par un énorme pont, îles qui sont au milieu d'un océan qui n'est pas extrêmement hospitalier, sur lequel des tempêtes font rage 10 mois par an, quelque chose comme ça. Donc en termes d'échange, c'est pas hyper simple, et du coup il y a un royaume qui est établi sur ces îles et ce pont, et qui a un petit peu la main mise sur les échanges qui transitent par le dit pont du coup. Et ça va créer tout un tas de tensions entre les différents royaumes du nord et du sud de ce pont, parce que chacun aimerait bien profiter de ces aubaines commerciales. Ils ont un petit peu l'impression qu'il y a des formes d'injustice. Ils pensent que ce royaume s'enrichit sur leur dos avec ce commerce. Enfin, il y a vraiment énormément d'enjeux politiques qui sont tenus par ce territoire, par ce pont. Et donc Lara est la fille du roi de Maridrina, qui est le royaume au sud du pont, qui est un désert, qui a été élevé avec ses sœurs, avec pour objectif que la meilleure soit donnée en mariage au roi du royaume du pont, pour infiltrer ce royaume qui reste très mystérieux et globalement le renverser. Et donc c'est elle qui va par un concours de circonstances finir par être la promise et la femme de ce roi, qui va arriver dans ce royaume et qui va découvrir Arène, qui est donc le roi de Itikana, le royaume du pont, qui se trouve pris lui-même dans son propre imbroglio politique. Et donc pour l'instant ils en sont à être extrêmement méfiants l'un envers l'autre. Lara a pour objectif globalement de récupérer le plus d'informations possible sur le pont pour le trahir et le renverser et en prendre le contrôle et faire triompher son peuple globalement, parce que tout ce qu'elle veut c'est que son peuple ait suffisamment à manger et que tout se passe bien, etc. C'est son objectif à elle. Arène veut la même chose pour son peuple à lui, et on se rend rapidement compte que ils ne profitent pas autant que ça de l'aubaine commerciale qu'on pense qu'ils ont. Donc voilà, on en est un petit peu là, il y a pas mal de tensions entre les deux. Je trouve que l'alchimie fonctionne très bien, ils s'envoient parfois des petits pics qui sont formidables, et j'ai un petit peu envie qu'ils se bougent les fesses et qu'ils communiquent, mais en même temps dans les circonstances ça ne va pas être demain la veille, parce que ils sont ennemis au sens premier du terme et politique du terme et tout ce que vous voulez. Donc pour que la situation évolue, je pense qu'il va falloir qu'il se passe encore pas mal de choses. C'est assez riche en action et en rebondissements, il y a pas mal d'attaques, de choses comme ça. Lara est assez motrice en termes d'action également, et ça c'est hyper agréable pour un personnage féminin parce que c'est pas toujours le cas. Il y en a qui se laissent un petit peu porter par la vague, et là pas du tout. Elle est vraiment dans ce côté espionnage, etc. et à avoir des initiatives qu'on ne salue pas toujours, mais qui néanmoins sont extrêmement cohérentes avec sa situation et avec son personnage, et c'est extrêmement appréciable. Donc, vous l'aurez compris, globalement je passe un excellent moment. Je suis frustrée de ma vitesse de lecture, mais c'est tout, et du fait que j'aimerais avoir un petit peu plus de rapprochement entre les deux personnages, un petit peu plus de compréhension globale, mais c'est le jeu de ce livre, et donc finalement c'est très bien réussi. J'ai hâte de le poursuivre et je vous en reparlerai quand ce sera le cas.
Je vous reprends dimanche 16 avril, milieu de matinée, quelque chose comme ça. Je profite d'être chez mes parents et qu'il fasse beau pour filmer dehors. Ça change un petit peu, on a le bruit des oiseaux, un chat qui va probablement me sauter dessus avant la fin de ce clip. J'ai continué d'avancer Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, qui est toujours extrêmement cool. Il me reste 120 pages, quelque chose comme ça. J'aime vraiment beaucoup l'évolution des personnages, une évolution qui était attendue. C'est un petit peu le principe globalement du bouquin, hein. C'est un enemies to lovers. Le chat arrive. C'est un enemies to lovers. Il y a des magouilles politiques et des choses qui ne sont globalement pas dites par tous les camps, etc. On s'en doutait depuis un moment, mais là voilà, ça avance enfin, j'ai envie de vous dire, et les deux personnages communiquent et c'est quand même vachement plus sympathique. Il y a encore plein de choses qui sont à détricoter et j'imagine bien que la fin va être un petit peu compliquée au vu des choses qui se sont passées précédemment. Je suis désolée si vous êtes distrait par le chat qui se balade, mais on va faire autrement. Donc voilà, je m'éclate, je prends mon pied, c'est extrêmement cool, mais j'ai très peur de comment ça va finir. Je suis, je pense, beaucoup trop impliquée. J'ai continué à lire bien trop tard hier soir, j'ai recommencé à lire bien trop tôt ce matin et c'est vraiment ce sentiment un petit peu en demi-teinte de vouloir le lire très vite pour voir ce qui va se passer et à la fois essayer de le savourer et de ne pas le lire trop vite parce que je sens bien que la fin va être affreuse et qu'il va falloir que j'attende pour le deuxième tome. Donc voilà, pour l'instant c'est très cool, l'objet livre est toujours incroyable et pour le coup je pense que c'est pour l'instant le seul hardback blanc, quasiment blanc, que j'ai lu, qui ne s'abîme pas. Pareil pour le jaspage et les dorures, etc. Alors je fais bien évidemment assez attention dans ma lecture, mais si vous vous rappelez, si vous avez lu Un royaume de chair et de feu de Jennifer Ellerman Trout, c'était le hardback était affreux et faisait des taches pour rien, et celui-là ce n'est pas le cas du tout et c'est formidable. Voilà, bref, je vais gentiment continuer ma lecture aujourd'hui, mais pas tout de suite et je vous en reparlerai je pense pour le coup pour la fin et mon avis final, parce que vu ce qui me reste, je pense que je vais plutôt enchaîner la dernière centaine de pages. Ça y est, j'ai fini Le Pont des Tempêtes, je l'ai rhabillé pour l'occasion et je n'ai plus les mots. Alors c'est un plot très classique de romantasy globalement, c'est pas quelque chose d'extrêmement nouveau en termes d'enemies to lovers et j'avais compris où ça allait et ce qui allait se passer assez vite finalement. Là où c'est assez génial, c'est dans la réalisation et dans tous les sentiments que ça fait ressentir au fur et à mesure du récit. J'ai bouffé littéralement les 150 dernières pages parce que j'avais envie de savoir ce qui allait se passer, comment ça allait se passer, en sachant pertinemment ce qui allait se passer et que ça allait mal se passer, mais en espérant que ça allait bien se passer. Ça ne s'est pas bien passé, mais non, c'était une excellente lecture. Je viens juste de le finir, donc c'est peut-être un peu tôt, mais je pense sincèrement que ça va être un coup de cœur. En tout cas, ça aurait été un coup de cœur sans aucune hésitation si je l'avais lu plus vite que ce qui n'a été le cas. Encore une fois, voilà, j'ai un peu traîné sur ma lecture pour des raisons diverses et variées. Si je l'avais lu en une seule journée, si je l'avais dégommé, je serais encore plus dans les sentiments que ce n'est le cas maintenant, et ce qui est déjà pas mal parce que vraiment, pour vous dire, les 150 dernières pages, j'étais à fond happée et avec vraiment une espèce de boule au ventre, de stress et d'excitation et d'anxiété et d'anticipation assez affolante. Donc voilà, c'est de l'excellente romantasy, très honnêtement. Je n'en doutais pas vu tous les retours qu'il a eu, mais voilà, ça a
encore une fois extrêmement bien marché avec moi. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré leurs relations, j'ai adoré l'évolution de leur relation, et même ce qui était attendu était cohérent, était bien fait, était intéressant. Et en termes de politique, alors il y avait des petites choses que j'avais pas vu venir, qui sont pas non plus des plot twists de fou, mais qui sont néanmoins intéressants et bien fichus. Voilà, c'est pas extrêmement surprenant, mais ça fonctionne bien, et encore une fois ça fait ressentir énormément de choses, et c'est assez génial. Et je trouve que la fin est extrêmement bien faite, parce que elle aurait pu s'arrêter un chapitre plus tôt et nous laisser dans une frustration vraiment incroyable. Là, elle s'arrête un chapitre après. Il y a toujours une frustration extrêmement importante, mais on entreaperçoit ce que va être le prochain tome et ce qui va permettre de lever un petit peu cette frustration. Ce qui en un sens est presque pire, parce que du coup on a encore plus envie de lire la suite. Donc vraiment je trouve que cette fin est extrêmement bien dosée. Et j'ai extrêmement hâte d'avoir le second tome. J'ai vu à la fin qu'il sortait en automne 2023 et clairement je me jetterai dessus comme la misère sur le monde, parce que j'ai extrêmement hâte de voir ce que ça va donner. Encore une fois, je sais comment ça va se passer. A priori c'est une duologie par rapport à ces deux personnages, donc je sais qu'il va y avoir une résolution, je sais que en théorie ça doit bien se terminer, j'espère. Mais en fait j'ai envie de voir comment ça va se passer, et c'est tout le brio du truc finalement, c'est de t'impliquer autant dans un truc où il y a un peu de surprise mais pas tant que ça. Donc ouais, non, très bonne romantécie dans un univers qui en plus est vraiment pour le coup extrêmement original, très bien construit, très immersif également, hein. Je trouve que toute l'histoire du pont et des îles c'est extrêmement bien fichu, et les descriptions sont plutôt prenantes et immersives, donc c'est très cool. Encore une fois, les personnages et leurs relations formidables. Il y a une scène de sexe explicite dans ce récit qui n'est pas extrêmement longue en soi, mais ça repose surtout sur la tension qui s'installe entre les deux protagonistes, que je trouve encore une fois très bien maîtrisée et qui a participé à mon état de tension personnelle, vous en doutez bien. On saluera encore une fois l'objet livre qui ne fait pas tout mais est néanmoins extrêmement appréciable. Et voilà, une excellente lecture. Je suis ravie de l'avoir sortie de ma pile à lire pour ce défi. Je l'aurais fait de toute façon, mais comme ça me donne une bonne excuse pour le faire assez rapidement, avant de voir 15 milliards d'avis fleurir, même si ça commence déjà pas mal. Et j'ai adoré. Et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à venir en discuter avec moi, puisque là, il y a pas mal de choses qui, je pense, vont mouiller dans ma tête un moment, mais c'était génial et j'ai hâte de lire la suite. Et maintenant que ce premier livre est terminé, je pense que je vais attaquer celui-ci qui est extrêmement brillant également. Donc La trahison de Camelot, le deuxième tome de l'Ascension de Camelot de Kirsten White aux éditions de Saxus, qui est une rubrique de ma pile à lire, qui est le tome 2 d'une trilogie dont j'ai déjà le tome 3 dans ma pile à lire, donc il faut vraiment que je lise. Je me suis dit que ce serait la parfaite occasion de continuer dans cette lancée. J'ai sorti un truc que j'avais acheté très récemment, je sors une relique juste après, c'est pas mal du tout. Je crois qu'il est assez court, je vais le retirer du blister, je vais lui enlever la dot jaquette et je vais commencer tranquillement ma lecture, et je vous reprendrai un petit peu plus tard quand j'aurai avancé. Je vous reprends bien plus tard. On est mardi 25 avril, fin de matinée, parce que ce vlog ne peut pas être une réussite de bout en bout et que la semaine dernière c'était un petit peu compliqué pour plein de raisons différentes, donc j'ai pas énormément avancé sur mes lectures. Cela étant dit, j'ai remis un petit coup d'accélérateur en début de semaine et j'en suis à une petite moitié, à 200 pages sur 440, quelque chose comme ça, du deuxième tome de l'Ascension de Camelot, La trahison de Camelot de Kirsten White, que j'ai déshabillé pour l'occasion. Je suis assez fan de ces couleurs. C'est un petit peu particulier, mais je trouve que ça va pas trop mal. Pour l'instant, c'est plutôt très sympa. C'est donc une réécriture de la légende arthurienne. J'avais beaucoup aimé le premier tome. C'est ici donc le deuxième tome d'une trilogie. J'ai déjà le troisième dans ma palle, donc ce serait bien de les enchaîner. En tout cas, pour l'instant,
j'aime beaucoup. C'est une réécriture où Guenièvre a une place un petit peu plus importante et où la magie, et notamment la magie de Guenièvre, a une place plus importante. Il y a des petits changements au niveau des personnages. Lancelot est une femme, donc ça ajoute un petit peu d'autres enjeux. Il y a également dans ce tome-ci une réécriture de Tristan et Iseult où finalement c'est pas vraiment l'histoire d'amour entre Tristan et Iseult mais l'histoire d'amour entre Iseult et une autre femme, donc il y a de la représentation FF qui est plutôt sympathique et globalement c'est une réécriture assez moderne qui est plutôt cool avec voilà de la magie qui est assez intéressante. Alors c'est un soft magic system donc il n'y a pas non plus énormément de règles et de cadres, mais le système de magie en lui-même est assez intéressant et très vieille magie, assez cohérent avec l'univers également. Le personnage d'Arthur est plus intéressant que dans certaines autres réécritures que j'ai lues, dans le sens où il est vu comme très positif, mais on sent qu'il y a quand même une forme d'ambivalence. Le personnage de Merlin est extrêmement ambivalent et c'est très décrié la façon dont il manipule un petit peu son monde et toutes les magouilles qu'il a fait, notamment par rapport à la naissance d'Arthur et au viol de sa mère par Uther Pendragon. Donc là-dessus c'est plutôt très chouette et ça change pas mal aussi d'un certain nombre de réécritures que j'ai lues. Je trouve qu'il est un petit peu, il a un petit peu la figure de Dumbledore avec tout ce que Dumbledore peut avoir de négatif et de magouilleur, etc. Donc là-dessus, je trouve que c'est pas mal réussi, d'autant qu'on suit tout du point de vue de Guenièvre qui, au départ, est missionnée par Merlin, donc il y a quand même cet attachement à lui et qui petit à petit va se poser des questions et se dire que peut-être c'est pas aussi simple que ça et c'est pas forcément un personnage aussi bien qu'elle le croyait. Donc ouais, il y a plein de trucs, plein d'ambivalence, plein de choses qui sont pas manichéennes et qui sont intéressantes. Les personnages de Mordred et de Morgane sont aussi plutôt intéressants et j'ai hâte d'en savoir plus sur eux parce que pareil, je pense qu'il y a des choses qu'on nous dit pas encore et j'ai hâte de voir comment ça va tourner. Mais ouais, pour l'instant c'est très cool. Guenièvre vient d'aller faire une quête, donc en plus il y a ce côté un petit peu plus moderne féministe où elle veut pas être juste une reine qui reste dans son château sans bouger, elle veut essayer de faire des choses et tout ça. Donc voilà, il y a plein de côtés que je trouve très cool. Ça se lit bien, le style est globalement assez fluide. Il n'y a pas, pour l'instant en tout cas, les erreurs d'édition qu'il y avait dans le premier tome où il restait des notes de traduction, des choses comme ça. Pour l'instant, ça a l'air pas trop mal. Après, le style casse pas non plus 3 pattes à un canard, mais ça se lit bien et c'est pas désagréable. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup l'univers et la réécriture, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne et si je pouvais le finir et enchaîner assez rapidement avec le 3e tome, ce serait très cool. Ce sera de toute façon pas pour ce défi lecture parce que là, vu qu'on est déjà le 25 avril, je ne pense pas finir grand chose de plus que celui-ci. Mais écoutez, on va déjà s'attaquer à ça et on verra un petit peu. Je vous reprendrai, je l'espère, assez vite pour vous dire comment j'ai avancé ou si j'ai terminé, etc. Je vous reprends pour clôturer ce vlog. On est jeudi 27 avril, début d'après-midi et il faudrait que je monte le vlog cet après-midi pour espérer vous le poster samedi. Donc il est temps de clôturer, d'autant que ce matin j'ai réussi à finir le 2e tome de l'Ascension de Camelot, La trahison de Camelot de Kirsten White, qui est aux éditions de Saxus. Je l'ai rhabillé pour l'occasion, donc il est terminé. Il va gentiment pouvoir rejoindre le premier tome dans mes étagères et c'était une très bonne lecture. J'ai vraiment beaucoup apprécié replonger dans cet univers. Globalement, je trouve que c'est une très bonne réécriture de la légende arthurienne. Alors c'est pas celle que je maîtrise le plus, je suis plus friande globalement de mythologie grecque et de réécriture de contes de manière générale, mais il y a certaines réécritures de légendes arthuriennes que j'aime bien, pas toutes, il y en a avec lesquelles j'ai un petit peu de mal, mais celle-là vraiment je trouve qu'elle a des choses intéressantes, surtout pour une réécriture young adulte, parce que c'est plutôt le public visé, et je trouve que vraiment en termes de rapport avec la magie et la religion, c'est plutôt intéressant et assez fidèle à l'esprit de base, en tout cas de ce que j'en connais, de même par rapport au personnage d'Arthur et à son espèce de prestance assez incroyable et de ce que ça implique pour le personnage de Guenièvre en l'occurrence et des sacrifices que c'est d'être roi. Enfin, tout n'est pas tout noir ou tout blanc et même les personnages gentils ont des failles, ont des limites. Il y a une très grosse critique du personnage de Merlin qui clairement n'est pas le gentil de l'histoire, même si au départ on
pense que c'est le cas et Guenièvre pense que c'est le cas, on évolue très vite là-dessus. Et c'est typiquement le genre de personnage qui a un peu le syndrome Dumbledore, vous voyez, avec cette espèce de grand maître vénérable qui fait des magouilles à n'en plus finir et qui finit par perdre la confiance de tout le monde. Et là, il y a un peu de ça, mais c'est encore plus décrié que pour Dumbledore, où c'est pas extrêmement marqué non plus. Donc là-dessus, je trouve que c'est très intéressant. Le personnage de Guenièvre est aussi très particulier, très mystérieux, pour des choses que je ne vous expliciterai pas forcément parce que c'est un petit peu spoilant, mais je trouve que c'est vraiment un personnage qui apporte énormément de mystère et de flou dans le récit, et c'est très intéressant la façon dont c'est fait à mon sens. C'est pas un récit qui est hyper haletant, notamment dans ce deuxième tome, et c'était déjà le cas dans le premier, c'est assez lent. Il y a des moments où il se passe pas non plus 1000 trucs, il y a des moments où c'est un petit peu plus haletant, mais je trouve que c'est plutôt bien équilibré. En tout cas, je ne me suis pas ennuyée, et j'ai vraiment beaucoup aimé les personnages, que ce soit les personnages principaux, les personnages secondaires, leur psychologie, la façon dont ils se nouent et se dénouent des relations. La relation Guenièvre-Lancelot est extrêmement intéressante, d'autant plus que Lancelot est une femme et que ça pose d'autres problèmes en tant que chevalière de Guenièvre et de sa place parmi les chevaliers de Camelot notamment, et de comment elle a cette posture qui est très particulière. J'en ai déjà parlé, mais la réécriture de Tristan et Iseult avec ce troisième personnage qui amène du coup une relation FF, et je trouve très chouette. Il y a également des choses très intéressantes du coup en termes de féminisme, de sorcellerie d'une manière générale, et sur la sorcellerie et sur la politique et sur le pouvoir globalement. Il y a la question des conséquences des actions qui est très bien abordée, notamment du point de vue du personnage de Guenièvre qui est mis en parallèle avec Merlin, qui se met en parallèle avec Merlin et qui réfléchit énormément sur ce qu'elle fait, sur ses actions, sur leurs conséquences. Et je trouve que c'est très intéressant dans un roman de fantasy où c'est pas toujours fait, notamment encore une fois en young adulte, et c'est plutôt très intéressant la façon dont c'est traité. Encore une fois, il y a dans ce tome-là un personnage très crispant, mais un petit peu dans le sens cliché voyait, qui fonctionne très bien et qu'on comprend, et qui a une résolution, je trouve, plutôt satisfaisante. Et globalement, c'est un arc narratif qui a plutôt très bien fonctionné avec moi, et que j'ai trouvé, même si assez crispant à un moment, plutôt satisfaisant dans l'ensemble, et ça m'a pas trop dérangé pour ça. Petit point de la Pénélope du montage, j'ai oublié de vous parler de ce qui est quand même un assez gros cliché en termes de young adult, c'est le triangle amoureux, qui est un petit peu présent dans ces deux premiers tomes pour l'instant, mais qui étrangement ne m'a pas tant dérangé que ça. Alors c'est un triangle amoureux qui est un petit peu bizarre, et je pense que si vous avez un petit peu de connaissances en légende arthurienne, et peut-être plus que moi, ça vous étonnera peut-être pas tant que ça, parce qu'il y a des relations qui sont un petit peu multiples dans ce type de récit, donc je pense que c'est vraiment un terreau propice au triangle amoureux globalement. Donc finalement, c'était assez compréhensible dans le contexte, et c'est pas un triangle amoureux qui me dérange pour l'instant, mais j'espère que l'évolution va rester comme ça et pas me déranger davantage. Mais voilà, pour l'instant, ça m'a pas franchement gênée dans ma lecture, et c'est pour ça, je pense que je l'ai pas mentionné en vidéo, mais je tenais à vous le préciser si c'est quelque chose de vraiment rédhibitoire pour vous. Et globalement, je trouve que c'est ce qui est très cool, c'est que ça ne tombe pas dans les nombreux clichés de la fantasy YA et des réécritures, et ça aborde, je trouve, plein de thèmes intéressants des légendes arthuriennes d'une autre façon. Donc c'est plutôt très cool. Ça va parler de magouilles politiques, d'influences diverses et variées, surtout avec voilà les différents pouvoirs qui ont cours à cette époque-là dans l'Angleterre d'Arthur, et ce qu'il essaye un petit peu de nouer, et c'est plutôt pas mal fichu. On se rend bien compte de tous les tenants et les aboutissants, même si c'est pas forcément le cœur du récit parce qu'on suit le point de vue de Guenièvre. C'est plutôt bien fichu. Il y a un certain nombre de plot twists, notamment à la fin, qui sont assez surprenants. Il y a des petits trucs qu'on voit venir, mais c'est plutôt bien ficelé également, et globalement la fin donne très envie de lire la suite. C'est un petit cliffhanger, c'est pas un énorme cliffhanger, mais il y a quand même des choses qui donnent envie d'enchaîner assez vite, et je pense que je vais encore une fois essayer de lire le troisième et dernier tome de la saga assez rapidement, parce que j'ai pas envie de le laisser traîner trop longtemps, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé replonger dans ce deuxième tome, et que j'aimerais bien finir une nouvelle saga en 2023. Donc globalement, pour le défi de Lucie, qui était de lire pour le grand thème printemps un livre avec une couverture colorée et ou des fleurs sur la couverture, j'ai
lu donc Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, le premier tome chez Brajlon, qui était une excellente lecture, un beau coup de cœur globalement pour cette romantasy adulte que j'ai vraiment beaucoup apprécié et dont il me tarde de lire la suite. Je suis très contente parce que c'est un achat tout récent, donc il n'est pas resté très longtemps dans ma pile à lire et c'est très agréable. Et donc celui que je viens de vous montrer, le deuxième tome de L'Ascension de Camelot, donc La Trahison de Camelot de Kirsten White aux éditions de Saxus, qui pour le coup est un deuxième tome d'une série de fantasy YA, une réécriture de la légende arthurienne comme je vous le disais, et qui était une relique de ma pile à lire, donc ça fait un petit peu les deux extrêmes pour ce défi, mais je trouve que c'est plutôt très cool. Ils ont tous les deux pas mal de couleurs, de brillants, plus de fleurs dans celui-là que dans l'autre, mais je trouve que ça fonctionne pas mal pour ce défi lecture. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ce que vous auriez lu pour ce défi lecture également, et je vous propose qu'on ouvre la carte de Lucie pour découvrir le défi du mois suivant. Donc j'ai reçu son enveloppe il y a 2 jours je crois, et j'attendais de finir ce vlog pour l'ouvrir. J'aime beaucoup le timbre qu'elle a choisi. On essaie de faire des petits timbres sympas aussi en plus des cartes. C'est pas toujours facile, mais quand on peut c'est chouette. Et la petite carte qu'elle m'a choisie qui est très jolie, j'aime beaucoup. Et c'est donc Dans les nuages, imprimé façonné en France, en Bourgogne. Et c'est édition du désastre. Je crois que c'est pas la première de cette maison d'édition que je reçois de Lucie et j'aime vraiment beaucoup. Alors, et coucou! Je ne suis pas peu fière de cette carte, et tu peux, que je trouve plutôt pas mal dans la thématique de l'imaginaire. Elle m'a plutôt bien tapé dans l'œil. Le mois d'avril arrive à son terme et bah déjà j'ai pas entamé la lecture. Oupsie, je crois qu'on était un petit peu à la bourre sur la fin. Moi j'avais lu très tôt le premier livre, mais le deuxième livre c'était un peu compliqué. Et de manière générale c'était plutôt un mois au ralenti. Mais je sens bien mai, on va carburer pour descendre notre pal. Ouais, on a de grands projets pour le mois de mai, j'espère qu'on va s'en sortir. Bref, comme d'habitude, mais ça ne coûte rien de le redire à l'envie, je suis toujours ravie et reconnaissante de tous nos échanges. Notre premier vlog LC et bientôt peut-être de futurs projets. On a plein de choses qui se profilent à l'horizon, ça va être très cool. Pour en revenir au défi lecture de mai, on part sur la thématique imaginaire francophone et ton défi sera donc de lire un ou une de préférence, haha, auteurice que tu n'as jamais lu jusqu'à présent. Un défi découverte donc, j'espère que ça te plaira, que tu auras des idées et de quoi faire dans ta palle. Je pense que j'aurai de quoi faire dans ma palle. Bon défi alors, plein de bisous et encore merci. Et merci à toi Lucie, c'est toujours un plaisir. Donc ça va être un défi découverte d'auteurice de l'imaginaire francophone. Je vais essayer de faire une autrice parce que voilà, mais je vais y réfléchir. Je vous en dirai des nouvelles de toute façon pour le prochain vlog. Donc voilà, c'en est tout pour ce vlog défi lecture du mois d'avril. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si certains livres que j'ai présentés vous tentent, si vous en avez déjà lu certains, notamment dans ceux que je vous ai présentés et que je n'ai pas eu le temps de lire, histoire de motiver encore plus à les sortir prochainement. N'hésitez pas à me dire si ce défi vous a inspiré, ce que vous auriez lu ou si vous y avez participé vous-même, si le défi du mois prochain vous tente également. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous rejoindre. On partage un petit peu sur Instagram quand on y pense. On n'est pas toujours très assidus, mais si vous voulez en discuter avec nous, c'est toujours un plaisir. Je vous remercie comme d'habitude pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos retours hyper enthousiastes, tous les échanges qu'on peut avoir, c'est hyper cool. Merci d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne et pour tout ce que vous m'apportez. Je suis vraiment extrêmement reconnaissante. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.